Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 11h30, on va bientôt pouvoir démarrer. On attend encore une ou deux personnes et on va y aller. Voilà, bah écoutez, on est ravis de vous accueillir ici dans cet espace numérique d'ACDE. Donc avec moi aujourd'hui Laure Denef, Bonjour. DNF Conseil, partenaire d'ACDE, donc et moi-même, Vincent Dimer, fondateur d'ACDE. Alors, pour que le son soit de meilleure qualité possible, on va tout de suite couper la caméra. Donc, désolé, vous ne nous verrez pas plus que ça, mais vous nous entendrez d'autant mieux. Alors, chaque semaine, vous le savez, on aborde un thème différent, qui nous ramène inéluctablement à des questions de management, d'où le titre générique qu'on a donné à ces webinaires, Parlons management. Alors aujourd'hui, on va parler de certains aspects du droit du travail. Là, c'est une discipline complexe et qui, par nature, on le constate tous les jours, peut causer bien des pièges et des tracas à des managers, même expérimentés. Alors, vous allez me dire, oui, mais nul individu, nul salarié, et en particulier nul manager, n'est censé ignorer la loi et donc doit être au fait du droit du travail. Oui, mais c'est pas si simple, parce que d'ailleurs, trop souvent, certains managers se compliquent la vie face à une situation délicate, un comportement limite, alors que le droit du travail leur fournit une solution claire et non contestable, sécurisée. Alors convenons que c'est là une affaire de spécialistes, tant ce droit social est complexe et mouvant. Alors, sans avoir la prétention de couvrir tout le domaine, on va aujourd'hui attirer votre attention sur quelques cas de figure emblématiques. Donc, c'est pourquoi on accueille aujourd'hui Laure, que je remercie d'animer ce webinaire avec moi et qui va intervenir dans quelques instants. De votre côté, vous pourrez intervenir, poser des questions tout au long du webinaire là, par la petite fenêtre de chat. On y répondra au fur et à mesure ou bien on y répondra en fin de session. Alors, deux mots avant de laisser la parole à Laure sur notre cabinet ACDE Conseil. Aujourd'hui, c'est une équipe d'une quinzaine de consultants, une soixantaine de clients et à peu près 200 projets menés depuis plus de 15 ans. On a démarré en 2003. Alors, pour en savoir plus sur nos clients, nos références, vous trouverez pas mal d'exemples sur notre site web acdeconseil.com. Notre métier, au final, c'est de contribuer aux transformations des entreprises. De cette façon, on se donne comme mission, très modestement, faire réussir les projets qu'entreprennent nos clients et surtout d'en pérenniser les acquis, afin que l'effet ne retombe pas telle la potion magique qui se dissipe. Et ce, grâce à un triptyque, des méthodes efficaces, standards du marché, des solutions numériques performantes et des pratiques de management pendant le projet et au-delà, qu'on appelle pratiques de management équitable, qui traitent à parité la performance des facteurs humains. Et on intervient de ce fait en assistance projet, en conduite du changement, en conseil et pas mal en formation, formation de manager, accompagnement de dirigeants, formation de chefs de projet. On a ainsi formé et accompagné plus de 2000 managers et on est référencé Datadoc. Alors Datadoc, pour les non spécialistes, c'est l'ensemble des 21 critères qualité qui résulte de la formation professionnelle, de la réforme de la formation professionnelle de 2014, et le fait d'être en conformité avec ces 21 critères fait que nos formations peuvent être prises en charge par les organismes compétents, dont vous savez qu'ils sont en train de changer, mais c'est pas le sujet du jour. Voilà, Laure, je te laisse la parole pour que tu nous dises deux mots sur ton cabinet, et ensuite on enchaînera. Bonjour à tous. Effectivement, donc Laure Denef, je suis la fondatrice du cabinet DNF RH Conseil. Ce cabinet a pour vocation d'accompagner les TPE-PME ainsi que les cabinets d'expertise comptable sur tous les aspects RH réglementaires qui vont de l'embauche du collaborateur jusqu'à la rupture du contrat de travail du collaborateur. On a dit aujourd'hui, manager, c'est aussi des droits et des devoirs. On va juste revenir en introduction sur le rôle du manager. Comment on peut le définir en 2019, par quelle pratique se caractérise le management contemporain. Alors, on entend beaucoup parler de management équitable chez nous, d'entreprises libérées chez d'autres, de management par les couleurs, enfin bref, on entend beaucoup de choses. Ça nous ramène à un certain nombre de pratiques que, pour notre part, on définit selon 4 axes que vous voyez ici, qui sont explicités dans ce modèle MOCA. Avec un M pour mener, c'est-à-dire donner du sens,
expliquer vers quoi on va afin de réduire les doutes, décider, faire preuve d'exemplarité et d'autorité, savoir à bon escient, justement, exercer son pouvoir de direction et s'appuyer sur le droit. Hein, on va y revenir. Le O, c'est pour organiser, hein, en focalisant, en déléguant, en pilotant l'activité, en assurant la cohérence entre les objectifs, les moyens, etc., en exprimant des exigences claires et atteignables, en se rendant disponible aussi, et en s'assurant, par exemple, que les collaborateurs ont les compétences requises avant de démarrer une tâche nouvelle, par exemple. Bref, tout ce qui va sécuriser leur travail. Le C, c'est pour communiquer, donc transmettre des informations factuelles, mais aussi les valeurs qui animent une entreprise, faire preuve d'écoute, de bienveillance, savoir animer des réunions, faire vivre une dynamique collective, etc. Toujours en privilégiant la courtoisie, ça on y reviendra dans un de nos prochains webinaires, privilégiant la courtoisie, la confiance et la bienveillance. Et enfin, le A, pour accompagner, le rôle du manager coach, comme on dit, c'est-à-dire responsabiliser, mais aussi faire attention aux difficultés que peuvent rencontrer les gens, savoir leur prodiguer de la reconnaissance selon les efforts, les résultats, les progrès accomplis, savoir se préoccuper de l'équilibre, vie pro, vie perso, qui peut être une grosse source d'écart et de soucis d'ailleurs en matière de droit du travail, de respect de droit à la déconnexion, etc., etc. Voilà, donc agir en leader, c'est aussi, peut-être même surtout, être conscient de ses droits et de ses devoirs en tant que manager. C'est là que je redonne la parole alors, qui va nous en parler plus en détail autour de 3 ou 4 sujets bien spécifiques. Donc, comme le disait très bien Vincent, le manager a différents rôles, notamment la communication, l'exemplarité. Il n'en reste pas moins qu'un manager, pour pouvoir mener à bien l'ensemble de ses missions, doit être au fait des fondamentaux du droit du travail. Ça lui permettra de savoir gérer ses collaborateurs en sachant ce qu'il a le droit de faire. La notion de droit du travail est nécessaire à tous les niveaux, tant en matière d'embauche que dans le management au quotidien, la gestion de conflits ou encore la rupture du contrat de travail. Enfin, dans les entreprises dotées d'instances représentatives du personnel, les fondamentaux sont essentiels pour entretenir une bonne relation avec les instances représentatives du personnel. Les 3 grands thèmes prioritaires dans le droit du travail sont notamment l'embauche et ses obligations. La personne, d'ailleurs, dans les entreprises, la personne en charge de ces éléments diffère selon la taille de l'entreprise. Dans les grandes entreprises, ils sont souvent aidés par un service RH, alors que dans les TPE-PME, c'est souvent le chef d'entreprise lui-même, ou bien un de ses salariés, ou encore un cabinet d'expertise comptable qui sont en charge de ces formalités. La première option implique que le manager travaille en collaboration avec le service RH pour avoir vraiment toutes les notions, pour ne pas faire de bourde en termes d'embauche et d'intégration du collaborateur. Pour la deuxième option, il est indispensable pour le manager ou le chef d'entreprise de connaître les fondamentaux en termes de droit du travail pour éviter les erreurs et ainsi limiter les risques de contentieux. Elles se traduisent notamment au travers de la réglementation sociale. Il est donc nécessaire de savoir que le droit du travail est régi par le Code du travail, mais qu'il y a également intervention de la convention collective ou tout accord d'entreprise pour pouvoir mener à bien l'ensemble des missions en droit du travail. Dans l'embauche et ses obligations, il y a également bien sûr le contrat de travail et son exécution. Donc ça passe par la rédaction de la lettre d'engagement, l'établissement de la DPAE, mais encore le choix du contrat de travail. Et bien sûr, est-ce qu'il y a une période d'essai ou pas? Avons-nous la possibilité de la renouveler ou pas? Et enfin, il existe certains cas particuliers, comme le contrat en alternance et l'embauche des salariés étrangers, qui doivent respecter un formalisme bien particulier. Et les impacts pour l'entreprise sont trop importants pour ne pas y être vigilant. Le deuxième grand thème serait le management au quotidien. Effectivement, un manager gère ses salariés au quotidien et doit avoir certaines notions pour pouvoir gérer les questions les plus courantes de ses collaborateurs et surtout la vie de son équipe au quotidien. C'est pour ça qu'on parle de la gestion RH au quotidien. Comme le collaborateur est confronté tout au long de son parcours professionnel dans l'entreprise à différents changements de son statut, la gestion de ces derniers est indispensable. Il représente des moments décisifs pour l'entreprise et le manager doit être en mesure de pouvoir gérer l'ensemble des questions, notamment congés payés, RTT, la durée du travail, les entretiens obligatoires et enfin pouvoir gérer la gestion du conflit. Il est important aussi que le manager ait conscience de sa responsabilité
en termes de prévention et de protection de l'état de santé de ses collaborateurs, d'où protéger la santé et assurer la sécurité de ses salariés. Il doit avoir des notions d'accident de travail, accident de trajet, maladie professionnelle et ses obligations, comment le gérer, sur quelle période, qui informer, quels sont les documents obligatoires à remplir. Il y a également les principes de responsabilité de l'employeur, qui vont être la délégation de pouvoir, la faute inexcusable, les sanctions pénales encourues en matière d'hygiène et de sécurité si on ne respecte pas les obligations, et enfin l'obligation de résultat, puisque comme vous le savez, l'employeur, donc le manager, a une obligation de résultat et non une obligation de moyens. Enfin, il y a effectivement la sécurité, bien sûr, et la santé de ses collaborateurs au travail, avec le document unique qui est obligatoire et la possibilité de droit de retrait. C'est une des notions que le manager doit impérativement connaître. Le troisième et dernier thème correspondant un peu à ce qu'on appelle le droit du travail, relations individuelles, ça va être les sanctions et la rupture du contrat de travail. Le manager doit pouvoir connaître les règles en matière de pouvoir disciplinaire et ainsi prendre les bonnes décisions. C'est ce qu'on appelle exercer son pouvoir disciplinaire. Quand et quoi sanctionner? C'est donc l'identification des comportements fautifs. Comme exemple, on peut envisager des retards, des absences, la consommation de drogue ou d'alcool sur le lieu de travail, les fausses absences, les insultes, les injures ou les incivilités sur le lieu de travail, le vol ou encore le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel. Les moyens de contrôle à disposition du manager. Qu'est-ce que j'ai le droit de contrôler chez mon collaborateur et comment je l'applique et mes droits et mes devoirs au travers de ça. Et enfin, bien entendu, le manager doit connaître l'échelle des sanctions et les sanctions interdites. Il faut savoir que l'échelle des sanctions est disponible quand les entreprises sont dotées de plus de 20 salariés dans le règlement intérieur, ce qui formalise les sanctions possibles dans l'entreprise. En outre, la rupture du contrat de travail est réglementée afin de protéger bien sûr les droits des salariés, mais aussi le droit des employeurs. Ainsi que la rupture soit l'initiative du salarié ou de l'employeur, elle est malheureusement source fréquente de tensions sociales. Il est donc indispensable de sécuriser la procédure disciplinaire. Il faut avoir la notion de type de rupture, connaître donc tous les différents types de ruptures qui peuvent être démission, rupture conventionnelle, licenciement, inaptitude ou tout type de rupture du contrat de travail qui peuvent exister. À cela, pour sécuriser, il faut bien entendu connaître les principes de la procédure disciplinaire qui respecte un formalisme très particulier avec des délais à respecter. Et enfin, la procédure de licenciement qui entraîne donc rupture du contrat de travail et qui doit respecter également un formalisme très strict pour éviter un potentiel contentieux. Alors, j'interviens, je vois qu'il y a une question, alors qui est plutôt une remarque, je pense, qui complète la page précédente, quand on parlait santé, sécurité au travail, et la gestion de l'adaptation de l'organisation du travail à l'apparition de situations temporaires ou permanentes de handicap. Ouais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça rentre pleinement dedans. Ouais. Merci, Madame Thévissen, pour votre intervention. Enfin, le dernier grand thème, mais qui ressort plutôt du droit du travail dans les relations collectives, c'est les instances représentatives du personnel. Effectivement, il faut le savoir, le dépassement de certains seuils d'effectifs engendre pour l'employeur un certain nombre d'obligations, comme la mise en place d'un règlement intérieur, la mise en place du CSE ou encore d'un réfectoire à destination de ses salariés. Néanmoins, ces obligations ne sont pas les mêmes selon effectivement l'effectif de l'entreprise. Il est donc important d'avoir les connaissances fondamentales de ces aspects, pour éviter toute difficulté et prévenir les délits d'entrave potentiels, et connaître le rôle et les règles de fonctionnement de chaque IRP, et enfin gérer le dialogue social avec la gestion au quotidien des élus, puisque la gestion d'un élu un élu ne se gère pas de la même façon qu'un collaborateur non élu, mais également les heures de délégation et la liberté de déplacement. Très bien. Merci, Laure. En t'entendant, finalement, je réalise que tout ce dont tu parles, c'est à peu près l'ensemble des erreurs que j'ai pu commettre les premières années, quand j'ai créé mon entreprise il y a une quinzaine d'années.
D'ailleurs, il y a un sujet bon, qui est pas dans le débat là aujourd'hui, mais c'est assez insolite finalement qu'on puisse s'auto-déclarer entrepreneur et manager et que personne ne vérifie que vous avez les capacités minimales requises en matière de droit du travail et de management. Il y a peut-être quelque chose à faire là au niveau de nos autorités législatives. Bref, cette notion de droit et de devoir, on va la retrouver dans plusieurs points de la charte du management équitable là que vous avez sous les yeux. Cette charte, elle a été écrite il y a une dizaine d'années maintenant par un groupe de managers, de dirigeants, de DRH. Pour répondre à une question toute simple, c'est bah, comment peut-on se dire qu'on manage bien? Qu'est-ce que c'est que bien manager? Comment mettre de l'objectivité là-dedans? Donc, on a identifié voilà 16 pratiques groupées en 4 paragraphes pour aider les managers à voir plus clair et les aider à progresser dans leur pratique de management. Et alors, vous voyez que certaines de ces des points, des exigences de la charte s'appuient ou nous ramènent inévitablement à des questions de droit dans les pratiques régulières et dans le fait qu'on bannisse les pratiques que certains spécialistes appellent pathogènes. On en a parlé il y a quelques semaines lors de notre webinaire sur le stress. Le dialogue social, bien sûr, le respect des lois et en particulier l'attention apportée aux groupes vulnérables, dont les personnes en situation de handicap, et puis tous les sujets de santé, sécurité au travail et de protection de l'environnement. Alors ces sujets, on en a traité pas mal chez la plupart de nos clients, que ce soit dans l'industrie, dans la banque, dans l'assurance, dans le public, dans des petites sociétés, dans des grandes, dans le numérique. Les problèmes sont à peu près les mêmes dans tous les pans de l'industrie. Non, et finalement, c'est à ça qu'on sert chez ACDE. Faire en sorte que les gens aillent mieux, parce que s'ils vont mieux, déjà ils s'épanouiront dans leur travail et puis leur entreprise bénéficiera d'une performance enviable et durable. Et s'ils vont bien dans leur travail, c'est parce que le management sera à la hauteur, dans la façon de leur parler, dans la façon d'équilibrer exigence et assistance, dans la façon d'équilibrer autorité et bienveillance, et maîtrise entre autres les fondamentaux du droit du travail pour les accompagner intelligemment. Et il n'y a pas de secret. Pour progresser en management comme en droit du travail, il faut se former. Donc très rapidement, un zoom sur nos formations qui s'articulent autour de 2 axes, je dirais. Un axe hiérarchique vertical, management d'équipe, prévention du stress, projet d'entreprise, démarche RSE, et puis un axe transverse autour de la gestion de projet, que ce soit la gestion d'un projet ou bien la gestion par projet au sein de portefeuille de projet, avec tout l'attirail logiciel qui va bien. Alors, il se trouve que chez ACDE, on a maintenant une quinzaine d'années de recul, d'expérience dans l'accompagnement des managers et dans la pratique de la formation professionnelle sur la plupart de ces aspects. Et ces formations, elles se déroulent la plupart du temps en intra-entreprise, par petits groupes, c'est assez convivial, c'est très orienté action, avec une grande part donnée au retour d'expérience, au jeu de rôle, aux mises en pratique. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur les évaluations qui sont remises en fin de séminaire et qui mettent en avant l'aspect pragmatique, concret, le fait que les participants puissent échanger avec le formateur, que les participants puissent parler entre eux, échanger entre eux. On est en intra-entreprise, donc ils peuvent parler de sujets liés à leur propre entreprise. Et finalement, on constate que c'est ce que les gens apprécient le plus. Mais dans le même temps, les technologies évoluent, les mœurs également, les budgets, il y a des nouvelles lois sur la formation professionnelle, le CPF, etc., etc. Ce qui fait que très concrètement, il y a de moins en moins de temps et de budget pour la formation. Or, comme on vient de le dire, c'est nécessaire. Donc, comment répondre à cela? Bon, on s'est un petit peu creusé la tête chez ACDE là, il y a 2 ans, et on a réfléchi à une formule qui permet de concilier le meilleur des 2 mondes, à savoir les impératifs pédagogiques, opérationnels et économiques, en digitalisant une partie de nos formations, avec pour résultat finalement à peu près 25% d'économies en temps passé ou en coût direct, et des modalités qui vont être adaptées aux contraintes de chacun. Apprentissage à son rythme, fonction de sa disponibilité, en toute autonomie, voilà. Mais on est d'accord que le management, c'est pas une discipline qui peut s'apprendre uniquement en lisant un livre, en regardant un tuto ou en restant cloué derrière son PC. Donc, on va privilégier des formations qui vont mêler apprentissage à distance et puis session en présentiel pour les mises en pratique avec maintien constant d'un lien
avec le formateur et entre les participants, d'ailleurs, au sein d'une espèce de chat qui est intégré à la formation, à la plateforme de formation. D'où cette formule, des formules qui sont mixtes, alors, qui peuvent être toutes présentielles, bien sûr, mais qui peuvent être également hybrides, hein, avec une partie en ligne et une partie en présentiel, le tout sur une plateforme qui va faciliter la gestion, hein, le suivi des apprenants. Voilà. Donc, en gros, vous avez le choix entre présentiel et mixte, présentiel et en ligne. Alors voilà, un exemple, hein, de cursus qu'on peut proposer. Cursus management de proximité, donc qui lui se compose de 8 parcours, hein, et on aborde d'ailleurs ces notions de droit du travail dans l'un des parcours, le dernier parcours, si ma mémoire est bonne, un peu l'avant-dernier, quand on parle du respect des engagements et de l'autorité, hein, sachant dans les premiers chapitres, on va poser un peu, hein, les bases, le modèle MOCA que j'évoquais tout à l'heure, puis ensuite on va venir beaucoup répondre à quelques questions fondamentales. Une des questions qui nous est le plus fréquemment posée, c'est bon, en période de changement, comment je fais pour entraîner les gens avec moi, faire en sorte qu'ils prêtent attention, ils s'engagent, ils s'approprient, hein, les nouveaux sujets. Donc ça, c'est la notion d'engagement collectif qu'on complète, hein, par des modules qui portent sur l'engagement individuel, sur la montée en compétences, sur la délégation, sur les techniques d'animation de réunion, de mobilisation d'intelligence collective, et puis on boucle sur les questions d'autorité, hein, le respect des engagements, et différentes caractéristiques du manager leader, et on a un module d'ailleurs qui est dédié un petit peu au sujet qu'on vient d'évoquer là dans le dernier parcours. Voilà, vous pourrez voir tout ça sur la plateforme acde-academy.fr. Bien évidemment, on peut se retrouver pour en parler. Retenons, hein, de tout cela que le rôle opérationnel du manager s'arrête là où commence celui du spécialiste en RH et en droit du travail. Donc, que vous soyez dans une petite entreprise ou dans une plus grande, il ne faut surtout pas hésiter, hein, à solliciter vos RH ou votre expert comptable, comme le disait Laure, ou votre conseil juridique. Dès que vous avez un doute, hein, mieux vaut le solliciter avant pour rien que de se dire « allez, j'y vais, on verra bien », que de se trouver dans une situation difficile. Voilà. Alors, comme toute formation, comme toute démarche d'évolution dans une entreprise, bon, ce qu'on propose, ça se met en place au travers de différentes étapes. Hein. Un premier temps de diagnostic, qui peut se prolonger par une étude d'impact quand on est dans une période de changement fort. Ensuite, il faut parfois poser un certain nombre de choses, des référentiels de management, des solutions informatiques, des méthodes, des choses comme ça. Ensuite, il faut se former. Et puis enfin, il faut s'assurer que les principes qui ont été vus en formation s'ancrent bien durablement. Et c'est là qu'on propose des accompagnements. Hein. Alors, ces accompagnements sur les questions RH juridiques, Laure peut vous les fournir, sachant que pour les questions de formation de base, hein, au droit du travail, il y a pléthore d'offres, hein, sur le marché, et on va vous renvoyer vers nos confrères de Segos, des Mots ou d'autres qui font ça très bien. Voilà, donc en conclusion, hein, que dire, CDE, donc une quinzaine d'années, plus de 2000 managers formés, accompagnés, une certaine expertise, hein, non seulement en matière de formation, mais aussi en matière d'implication du management, hein, dans ces formations, afin de permettre une réelle mise en œuvre progressive. C'est ça qui fait le succès, hein, d'une formation. Et puis, on vient d'en parler, le fait que nul manager ne peut s'abstenir de comprendre les fondamentaux, hein, du droit du travail, même si c'est pas enseigné dans les écoles et autres. C'est des notions qui, à mon sens, sont complètement indispensables, hein, de l'aspect relationnel et opérationnel, hein, du rôle du manager et de nos formations. Je suis parfaitement d'accord. Voilà, donc on reviendra là-dessus, sur certains de ces sujets lors de nos prochains webinaires. La semaine prochaine, on parlera qualité de vie au travail. Voilà, donc nos webinaires, c'est tous les jeudis à 11h30. Ça dure une petite demi-heure. C'est gratuit. Bon, chaque jeudi, c'est dommage qu'on puisse pas prendre l'apéro ensemble après, mais bon, qu'un jour ça viendra. Alors le 4 avril, on parlera d'un problème récurrent. Moi, je suis toujours frappé quand des managers me disent qu'ils n'ont pas le temps de manager. Hein, donc voilà, comment se donner du temps pour manager, on va parler de ça. Et en appui de ce webinaire, on va lancer cette semaine une enquête. Hein, il y a une dizaine de questions sur voilà, qu'est-ce qui consomme votre temps. Donc, qu'est-ce qui consomme le temps que vous aimeriez consacrer au management? Et puis aussi, on va bientôt élaborer le programme du deuxième trimestre. Alors, s'il y a des sujets qui vous intéressent, hein, que vous souhaiteriez qu'on traite, signalez-nous, voir si vous pensez disposer d'une expertise donnée, si vous voulez venir co-animer avec nous, ça ne pose pas de problème. Voilà. Alors, avant de conclure,
Y a-t-il des questions? Tac. Il y en a plein. Vos formations sont-elles... Alors, j'ai même raté la première. Pardon, je remonte. Quand on est devant des comportements appelant à des mesures disciplinaires de la part de prestataires de services intégrés dans une équipe mixte, collaborateurs-prestataires, que faire? Alors, à partir du moment où c'est des collaborateurs qui n'appartiennent pas à l'entreprise, ce n'est pas du ressort de l'entreprise de mener à bien les mesures disciplinaires. En revanche, ils ont un devoir d'alerte de la personne qui emploie le prestataire, si c'est une société de prestation, pour pouvoir mener l'aspect disciplinaire du collaborateur. Oui, tout à fait. Alors moi, je me permettrais d'ajouter une chose, c'est si vous constatez effectivement un comportement déviant chez un prestataire, signalez-le sans tarder à votre correspondant commercial ou autre, de telle sorte à ce que l'entreprise puisse prendre des mesures appropriées rapidement. Tout à fait. Alors, deuxième question. Vos formations sont-elles diplômantes ou certifiantes? Alors, c'est compliqué aujourd'hui, les formations diplômantes ou certifiantes. La formation management, elle est certifiante au sens d'une certification qu'on a mis au point avec l'Association française du management équitable, mais qui ne rentre pas dans les clous aujourd'hui du dispositif RNCP, CNCP, pour les raisons suivantes. C'est une procédure qui, dans l'ancien régime, avant le 31 décembre dernier, était assez lourde. Et très sincèrement, on attend de voir à quoi va ressembler France Compétences et le nouveau dispositif de labellisation pour reprendre les démarches. Autre question. Les RH ignorent souvent les personnes exécutant des missions de prestation au sein de certaines entreprises. Le manager interne à l'entreprise n'a pas possibilité d'influer sur l'acquisition de compétences qui peut l'accompagner les achats. Oui, c'est-à-dire que les RH d'une entreprise client final, si je puis dire, ne sont pas compétentes pour intervenir sur les prestataires. Alors, qui peut l'accompagner? Rien n'empêche une direction des achats, effectivement, de mettre des clauses stipulant des exigences de comportement et de compétences en regard des prestataires. Alors normalement, c'est une notion qui devrait déjà être dans le contrat du prestataire quand il intègre l'entreprise dans laquelle il va travailler. C'est des notions, en tous les cas dans les entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler, c'est une notion qui était déjà mise dans leur contrat de travail et si non-respect, ça nous donnait la possibilité de pouvoir rompre le contrat avec le prestataire. Notamment la notion de prestation par rapport à celle de subordination. Tout à fait. De telle sorte à ce que le salarié prestataire, le prestataire salarié de son entreprise de prestation, se trouve pas en situation de subordination vis-à-vis de Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Attention, le prestataire ne doit pas avoir de lien de subordination dans l'entreprise dans laquelle il intervient. Alors nous, en ce qui nous concerne, par exemple, puisqu'on est prestataire, on a mis des clauses explicites dans nos contrats de service, nos contrats de prestation, et on a même fait référence explicite à la charte de courtoisie. Alors ensuite, les RH, ça on a vu. Vos formations, excusez-moi, je scrolle sur la petite fenêtre là, qui est pas facile. Vos formations, ça j'ai vu. Bonjour, merci pour votre formation, c'est très intéressant, merci. C'est plus dans le sens de l'évaluation et de la définition des objectifs de formation. De formation du manager, oui, oui, il faut former, oui, c'est ça, effectivement, il y a beaucoup, je constate qu'il y a beaucoup de prestataires, notamment chez les indépendants techniques ou autres, qui se sentent en situation de subordination et qui font pas la part des choses. Ça, c'est un vrai sujet. Non, c'est bon. Alors, une dernière question qui nous ramène au sujet qu'on évoquait tout à l'heure. À partir de quel moment doit-on formaliser ou écrire quelque chose du point de vue managérial quand on constate un comportement limite? D'ailleurs, ça s'applique tout à fait à la relation prestataire. Tu réponds? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, j'aurais tendance à dire dès le début, ce qui n'est pas chose courante chez les managers. Les managers ont plutôt tendance à gérer ça
et c'est tout à leur honneur, hein, de manière plutôt orale, la gestion de proximité avec leurs collaborateurs. Sauf qu'on ne le sait que trop bien, à partir du moment où la situation se dégrade avec son collaborateur, quand on n'a jamais rien notifié, eh bien, c'est très compliqué de pouvoir gérer ce type de dossier, en tous les cas en qualité de conseil RH ou de RH intégré à l'entreprise. J'invite donc les managers à savoir formaliser par mail, hein, on ne demande pas ce que ce soit des sanctions, puisqu'un simple mail de recadrage est utilisable. Il est donc indispensable pour les managers de savoir recadrer ses collaborateurs et de le notifier par écrit afin de pouvoir, je suis désolée du terme, mais constituer un dossier si le cas échéant, la situation devait se dégrader avec le collaborateur. Donc, tout état de choses, penser que les choses vont s'arranger avec le temps, ça apporte jamais une solution. Donc, on parle beaucoup de management basé sur la confiance, la bienveillance, etc. Mais la bienveillance, ça n'exclut en rien le recadrage. Et là, je vous renvoie au parcours numéro 7 de notre formation d'e-learning, où on détaille toutes les étapes de recadrage jusqu'à celles où on commence à impliquer les RH avec des écrits, etc., etc. Voilà. Écoutez, il est midi, on va devoir se quitter. Je te remercie, Laure, pour tes éclairages, pour ta capacité à rendre accessible des choses qui sont plutôt complexes. Merci à vous pour votre participation, pour être resté jusqu'au bout. Vous savez, au-delà de ces webinaires hebdomadaires, notre ambition, c'est de faire vivre une communauté dédiée au management. C'est un forum qui existe sur LinkedIn, qui est le forum Management Équitable. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à vous y connecter, à en devenir membre. Comme ça, on peut continuer à discuter de ces sujets-là. Voilà. Merci encore pour votre participation. Vous allez recevoir cet après-midi le lien vers le replay, si jamais vous voulez revoir tout ça, ou ce à quoi nous vous encourageons, le propager dans votre organisation. Voilà, donc à la semaine prochaine pour parler QVT. Au revoir. Au revoir.